Bonjour, Sullivan Jou, secrétaire général de l'association du droit au but, une association qui accompagne les sportifs dans différentes démarches. Nous avons initié une campagne de lutte contre le harcèlement dans le sport et on a à ce titre réalisé quelques interviews comme celle de Madame la ministre, Madame Mara Cineanu, d'anciens sportifs devenus entraîneurs, de certains responsables aussi du syndicat. C'est à ce titre que nous nous rencontrons aujourd'hui. Je vais te laisser dans un premier temps le soin de te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît. Bonjour, Stéphane Burkhalter, en charge du département juridique de l'UNFP depuis plus de 20 ans maintenant, et également conseiller à la présidence. Et puis sur un côté un peu plus international, comme vous le savez, l'UNFP est membre de la FIFPro. J'y suis assez engagé également depuis un certain nombre d'années, déjà au niveau de la division Afrique, dont j'occupe la position de secrétaire général, et puis secrétaire général également adjoint du Monde sur le fonctionnement général de l'organisation. Merci Stéphane. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous faire part de ton constat sur le harcèlement dans le sport, s'il te plaît ? C'est un sujet grave et assez vaste. C'est pas simple d'en parler comme ça, parce que ça reste un sujet qui existe depuis très longtemps. C'est difficile de le matérialiser ou de mettre des données chiffrées sur son niveau. Sur son niveau global, parce que ça reste un sujet qui était tabou, qu'il est un petit peu moins. C'est un sujet sur lequel dans certaines contrées comme le nord de l'Europe, on parle plus facilement. Les joueurs ont une certaine forme d'ouverture pour expliquer le harcèlement et ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que dans le sport professionnel et plus particulièrement dans le football, c'est pas forcément un sujet qui est bien traité déjà et sur lesquels on peut avoir des données assez fortes et assez prononcées pour savoir de quelle manière il se matérialise. Donc c'est vrai que c'est pas évident du tout, parce qu'il y a différentes sortes de harcèlement. Il y a un harcèlement physique, un harcèlement moral, qui peut être lié à la personne directement, qui peut être lié à son activité en tant que joueur de football professionnel, notamment quand on vous fait comprendre qu'on veut plus de vous. C'est une forme de harcèlement. Ça fait partie peut-être d'une des données du harcèlement qui est peut-être dans le football, notamment en France, qui est sur cette partie-là liée à l'exécution du contrat de travail, qui est peut-être celle sur lequel on a peut-être un peu plus de prise, mais c'est terriblement compliqué parce que voilà, il y a peu de données, et puis c'est aussi lié à la pudeur des sportifs, qu'ils soient joueurs ou joueuses, ou évoquer une notion aussi grave, qui peut être aussi en relation avec l'intime, avec quelque chose que l'on ressent ou que l'on revit, et qui peut être amené à vous obliger à évoquer certaines faiblesses. À se dévoiler. Voilà, à se dévoiler aussi, et c'est voilà, ça reste des notions qui peuvent être extrêmement personnelles et sur lesquelles le sportif n'entend pas trop se dévoiler complètement. Donc on essaye d'y travailler, mais ça reste compliqué. Comme tu disais, en plus, ça peut toucher aussi les joueuses de football. Et là, on a vu aussi certains cas parfois de joueuses qui ont dénoncé des faits de harcèlement sexuel. Il y a aussi un cas en Afrique qui a été révélé au grand public très récemment aussi. Donc c'est vrai que comme tu disais, il y a le harcèlement moral, il y a aussi le harcèlement sexuel. C'est quand même quelque chose qui est présent et qui est... comme tu disais tout à l'heure, assez difficile d'en parler, mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a cette pudeur, mais aussi cette peur des répercussions que cela peut avoir, parce qu'il y a certains joueurs, on l'a bien vu, lorsqu'ils ont dénoncé ces faits de harcèlement dont ils étaient victimes, parfois même avec des reconnaissances judiciaires, il y a cette peur de se faire blacklister derrière et de tout perdre du jour au lendemain, avec des victimes qui sont laissées sur le bas-côté, dont les carrières s'arrêtent instantanément pratiquement. Tout à fait. Cette crainte, elle est double. Elle est liée déjà à sa personne, à son ressenti. Déjà, le fait de s'exposer, il faut en avoir la force, la volonté de pouvoir en parler, parce qu'elle peut fragiliser le ressenti, ou en tout cas la façon dont la personne est vue. Et puis, il y a la crainte par rapport à ce marché du travail, du football, qui reste un petit domaine, en fait, un petit milieu, que ce soit le marché de l'emploi avec les clubs en France ou même au niveau international. C'est quand même un marché de travail élitiste.
qui concerne peu de personnes et où tout se sait. Et après, il y a la crainte, en effet, de pas pouvoir retrouver un emploi. Donc, il y a ce double niveau, il y a ce double niveau de crainte qui fait que pour pouvoir en parler librement, en toute honnêteté et vouloir dire les choses, c'est très compliqué. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Toi qui es donc responsable du département juridique du syndicat des footballeurs professionnels, est-ce que tu peux nous dire quelles sont aujourd'hui les mesures existantes en cas de harcèlement avéré et reconnu ? Alors, il y a, je vais parler que de l'exemple du football, parce que c'est vrai que c'est le domaine dans lequel on évolue, parce que tout sport professionnel a sa réglementation, ses conventions collectives ou ses accords particuliers. Nous, dans le football, on a une convention collective où on a un article qui est lié justement au bon traitement des joueurs et faire en sorte que les joueurs puissent évoluer dans les meilleures conditions et tous en même temps. Et c'est justement une disposition qui est liée aux conditions de travail et sur lequel on fait en sorte que tous les joueurs puissent bénéficier des mêmes conditions de travail sans justement subir la moindre discrimination ou la moindre mise à l'écart justement qui pourrait déboucher sur un harcèlement. Je connais pas les autres dispositions dans les autres sports, mais celle-ci c'est la mesure, on va dire, majeure dans le football professionnel qui nous permet à nous de garantir des conditions de travail, on va dire, normales et dignes à tout joueur professionnel de football. On retrouve également cette disposition dans le statut du joueur fédéral, pour faire en sorte que tous les joueurs puissent évoluer dans un seul groupe d'entraînement et avec les mêmes conditions pour éviter justement toute manœuvre visant à discriminer le joueur ou en tout cas à lui faire subir des pressions qui n'auraient pas lieu d'être. D'accord. Et est-ce que tu trouves aujourd'hui que ces dispositions qui existent sont suffisamment dissuasives pour empêcher certains acteurs du football de s'en prendre à des joueurs ou joueuses de football et de les harceler, que ce soit moralement ou sexuellement ? Et ça fait partie des éléments de réflexion qui sont extrêmement intéressants. C'est une disposition qui est intégrée dans notre convention collective et qui fait l'objet d'un contrôle. C'est-à-dire que quand on pense que cet article n'est pas bien respecté, il fait l'objet justement d'un contrôle par une commission. La question qui se pose, c'est évidemment de faire en sorte que cet article soit bien respecté et qu'il soit suffisamment dissuasif. Et là, on peut imaginer que on arrive à peut-être, je vais pas dire aux limites du système, mais il faut qu'on ait la certitude que, et dans l'application de ce texte, et dans le respect qui doit être donné au texte, que l'on ait la certitude que et les joueurs, et les clubs, et les instances aient la même volonté de faire respecter cette disposition. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est en effet, est-ce que un joueur qui fait la demande d'application de ce texte, est-ce qu'il a la garantie in fine de voir ce texte est respecté ? Ça veut dire d'avoir lui ses conditions de pouvoir être réintégré normalement et que ça fasse pas l'objet, on va dire, d'autres mesures dissuasives. Et ça reste quelque part un des chantiers, parce que à la fin, même si on veut toujours bien faire les choses, on n'a pas la garantie que le club qui serait sanctionné pour que ce texte soit effectivement respecté, on n'a pas la garantie que il respectera cette décision à la fin, et que il ne cherchera pas quelque part à ne pas la respecter ou à faire en sorte que que le joueur soit conservé dans l'effectif ou autre. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels on pourrait travailler, parce que on est sur un marché de l'emploi qui est quand même assez restreint, qui est assez petit, où tout le monde se connaît. Donc il faut faire en sorte que les règles qui sont mises en place, elles soient bien connues, bien respecté, et que tout le monde en fasse le même constat, pour que à la fin, en effet, on n'ait pas de décision qui soit pas respectée. C'est l'objectif. D'accord. Tu penses aujourd'hui qu'il y a une assez bonne, une suffisante prise en charge des victimes et, on va dire, des condamnations suffisamment fermes envers les harceleurs reconnus ? Non, parce qu'on peut toujours
on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux dans le sens où, quand une règle existe, on peut toujours imaginer que certains vont essayer de la contourner ou de faire en sorte de ne pas la respecter, parce que à la fin, il y a toujours ce sentiment d'impunité, ou en tout cas qu'on pourra rien vous faire. Ça peut faire partie justement des réflexions que les clubs peuvent avoir. Donc c'est vrai que sur ce sujet, je pense qu'il faut qu'on soit cohérent aussi, nous, dans le sens où faut pas oublier que ce texte, qui a une dizaine d'années, et qui permet justement de garantir des conditions de travail décentes et dignes aux joueurs. C'est un article qui a une dizaine d'années, qui n'existait pas avant, et qui permet justement maintenant aux joueurs de pouvoir faire comprendre au club qu'il a certains droits sur ses conditions de travail. Tu fais référence à l'article 507 de la Charte. Tout à fait, on fait référence justement à l'article 507 de la Charte sur les conditions de travail. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que justement pour faire en sorte que le joueur aussi se sente à l'aise de demander l'application de ce texte, je pense qu'il y a un gros besoin de sensibilisation, déjà que quand on parle de discrimination ou harcèlement, on puisse expliquer ce qu'il en ressort exactement, puisque c'est vrai que dans le sport, on en parlait justement en préambule, on a une forme, c'est pas une omerta, mais le sportif est vu comme une machine qui n'a pas de faiblesse en fait. Madame la ministre parle d'omerta dans le football. Oui, on peut en parler, mais le sujet majeur, c'est, il faut pas oublier que le sportif, c'est un individu, que ça soit un joueur ou une joueuse, un homme ou une femme, mais avec ses forces, bien sûr, puisqu'il en faut. Pour être un sportif professionnel, il faut être extrêmement fort, et physiquement et psychologiquement. Mais voilà, c'est un être humain, ça a ses faiblesses. Donc quand on parle de faiblesse, il faut aussi être en capacité de pouvoir en parler librement, et voilà. Et quand il y a quelque chose qui va pas, quand on a le sentiment que justement on subit des pressions ou qu'on n'est pas traité comme son voisin, il faut être en capacité de pouvoir le dire sans que ça soit vu comme un tabou ou quelque chose qui est mal. Il faut en parler simplement. Donc c'est vrai que il y a une part d'éducation, de sensibilisation, et puis et puis pour arriver à un niveau de prévention, ou en tout cas de faire en sorte que l'information soit bien connue, et que qu'on puisse en parler librement et que ça puisse être bien appréhendé, et c'est sur ça qu'il faut aller. Et peut-être que là-dessus on doit aussi nous être un peu plus mobilisés pour que les paroles se délient, et que un joueur qui se sent mal à l'aise parce qu'il a le sentiment de ne pas être traité correctement, qu'il puisse en parler ouvertement, sans avoir le sentiment de blesser quelqu'un, ou que ça soit quelque chose de choquant, ou que ça soit secret, ou qu'il ne faut pas l'évoquer. Alors c'est sûr que là-dessus qu'il faut, je pense, qu'on fasse encore des efforts. C'est sûr que le syndicat a un rôle prépondérant à jouer là-dessus, mais est-ce que tu ne penses pas aussi que les instances du football, que sont la FFF et la LFP, ont aussi leur part de responsabilité pour mettre un climat qui permettrait à ces joueurs de pouvoir libérer cette parole sans avoir peur des conséquences que cela pourrait avoir, et que ces instances puissent suffisamment encadrer tout ce phénomène du harcèlement, en prenant en charge, en considération vraiment à bras le corps de la dignité des footballeurs et footballeuses. Ouais, il faut que ça soit une volonté, générale. Ça peut pas être qu'une organisation qui défendrait les joueurs contre les autres. Je pense que c'est un sujet qui doit être appréhendé le plus simplement du monde, et normalement par toutes les instances, que ce soit joueurs, clubs et ceux qui organisent les compétitions, ligues et fédérations, notamment dans le cadre réglementaire justement de l'organisation de ces compétitions, pour faire en sorte que justement tout ça soit fait correctement, soit bien appliqué, et que s'il y a des gens à sanctionner, il faut le faire. Il n'y a pas que les joueurs qu'on sanctionne. Bien sûr. Alors j'aimerais bien voir aussi que tu nous partages ton expérience internationale, savoir comment ça se passe dans d'autres pays que la France, parce que c'est bien aussi de pouvoir peut-être avoir un comparatif. Tu te disais tout à l'heure que dans les pays nordiques, c'est beaucoup plus simple de pouvoir en parler. Donc toi qui as une expérience à l'international sur ce phénomène-là, comment tu dresserais le tableau du harcèlement à travers le monde ? Il
il prend, on en parlait en introduction, c'est très difficile de définir le harcèlement, mais il a plusieurs visages. Il a plusieurs visages, le harcèlement, qu'il soit moral, physique ou psychologique. Ce harcèlement, plus particulièrement lié à l'exécution du contrat de travail, puisque c'est celui sur lequel on est amené, nous, à travailler plus directement, parce que c'est les exemples concrets sur lesquels on est sensibilisé et qu'on a le retour des joueurs sur la bonne exécution du contrat de travail. C'est vrai que dans les pays nordiques, il y a une approche où les langues se sont déliées par le passé, ces 10 dernières années, un peu plus facilement. Ça commence à l'être également dans les pays de l'Est, les pays de l'ancienne Yougoslavie, les pays qui sont aussi dans des régions, un peu dans les contrées autour de la Russie, où la situation sociale du joueur est compliquée, où le joueur est mis sous pression régulièrement. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'en parler. Et il faut que justement sur cet aspect-là, à travers ce que l'on voit, il faut qu'on ait une démarche de sensibilisation, mais plus que ça, de prévention et d'accompagnement, qui permettent justement d'aider le joueur, pas uniquement sur le plan psychologique et physique, mais également médiatique et judiciaire, puisqu'il y a un certain nombre de choses à faire. Et on se rend compte quand même que c'est un chantier énorme, notamment en France, mais on se rend compte qu'à l'étranger, cette problématique du harcèlement revêt des dimensions qui sont extrêmement graves et douloureuses, avec des faits de torture dans certaines contrées, dans des régions de l'Est de l'Europe, où quand un joueur est mis à l'écart, ou quand on ne veut plus d'un joueur, on le met dans des situations extrêmement graves qui sont qui relèvent des fois de cas de torture. Torture physique, qui sont plus qu'immondes, mais qui sont d'une gravité sans nom, et on n'en parle pas tant que ça, en fait. On n'en parle pas tant que ça. Et c'est pour ça qu'en France, on a un cadre législatif et conventionnel relativement protecteur. Encore faut-il que ce dispositif soit bien sûr correctement appliqué et respecté par tout le monde, et que cette dimension soit bien appréhendée par tous dans notre microcosme. Et c'est encore un chantier sur lequel on a bien sûr du travail à faire, et sur lequel il faut bien sûr rester extrêmement mobilisé. Bien sûr. En tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage, Stéphane, sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est la mutualisation des compétences de tout le monde qui permettra de, comme le reprend notre slogan, s'associer vers un même but, celui de la dignité des sportifs, et là en l'occurrence celui des footballeurs et footballeuses professionnels, que ce soit au niveau national en France, mais même au niveau international, parce que ce que tu viens de dire est quand même assez effroyable. Pour que ça aille jusqu'à la torture physique, c'est quelque chose qui nous laisse pratiquement sans voix. C'est vraiment très 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 inquiétant et très douloureux d'entendre ce genre de propos. Je vais te laisser conclure avec le mot de la fin, si tu veux conclure, mais en tout cas vraiment merci pour ton témoignage et ton expertise sur le sujet qui nous apporte beaucoup d'éléments. Et c'est important, comme tu disais, de pouvoir libérer la parole, mais c'est bien aussi que d'autres personnes, d'autres acteurs du monde sportif, comme toi, en tant que responsable juridique du syndicat des footballeurs professionnels, puissent apporter leur témoignage, parce que c'est aussi à travers les témoignages de personnes qui n'ont pas forcément été directement confrontées à ça, mais qui le vivent au quotidien en étant témoins, en accompagnant les victimes, que les choses pourront être mieux comprises, et que tes préconisations puissent être entendues pour améliorer la protection des footballeurs et l'accompagnement des victimes notamment. Donc je te laisse conclure avec le mot de la fin. Non, mais tu le précises très bien. Ce qu'il faut, c'est poursuivre la mobilisation, en fait. Cette mobilisation, elle ne doit pas forcément venir que du syndicat ou que des syndicats. Elle doit venir du terrain, bien sûr, avec les joueurs qui viendraient à être directement concernés ou en prise avec des problématiques de harcèlement. Et puis elle vient aussi avec l'aide et le soutien d'associations, ou en tout cas d'un milieu associatif pointu sur le sujet, qui souhaite aussi faire bouger les lignes, qui aide aussi sur le terrain les joueurs, voire le syndicat aussi
à faire prendre conscience de ces problématiques et qu'il y ait que cette mobilisation soit beaucoup plus large et qu'elle ne soit pas que le fait d'un corps syndical particulier. Il faut que ça soit beaucoup plus large pour que ça soit mieux compris, que les joueurs soient mieux entendus et que les instances peut-être prennent un peu plus leur part de responsabilité ou en tout cas un peu plus mieux conscience de ce problème qui reste majeur dans notre société. Merci beaucoup Stéphane, je te dis à très bientôt pour la suite du combat. Merci à vous.